monde, je crois que vous en connaissez quelques-unes, à elle seule touche des milliards de gens, presque tous les jours, 1 à 2 heures par jour pour certaines. Et si vous traduisez, donc c'est un témoignage complètement personnel, sur l'ado moyen, hein, donc un ado moyen reçoit 300, 500 recommandations algorithmiques par jour. TikTok, toutes les 5 secondes. Tinder, j'aime, j'aime pas. Hein. TikTok, il y a un signal émis par l'homme, ou plutôt il y a une projection par l'algorithme, un signal émis par l'homme, réception par l'algorithme, signal et dialogue. Et optimisation de quelque chose. Donc, on est en milliards, c'est intéressant hein, parce qu'en termes de data, ça veut dire que ces algorithmes sont biberonnés avec un niveau de finesse du signal en secondes et de certaines caractéristiques comme I like, I dislike, je forward. On sent bien qu'il y a des signaux qui nourrissent ces algorithmes à grosse échelle. Alors, évidemment, ces algorithmes sont tellement entraînés à bien se comporter, disons, au sens de ce qu'on a envie de voir, qu'ils dérapent. Alors, pour l'instant, c'est très flou. Hein. Amazon dérape sur sa manière de se comporter avec, le programme Premium ou avec ses fournisseurs. On sent que ça dérape de différentes manières. Ça dérape d'un point de vue éthique, c'est pas tout à fait le droit, ou ça dérape d'un point de vue droit avec des autorités qui condamnent en justice ces acteurs. Alors, les exemples de condamnation, I will go to Italy, voilà, Amazon en Italie, Amazon s'est fait allumer, Deliveroo s'est fait allumer en Italie, Booking s'est fait allumer au UK, et Deliveroo s'est fait allumer en France la semaine dernière. Donc, les viols de droit ne sont pas des problèmes d'éthique, c'est déjà des problèmes de droit. Il n'y a même pas besoin de se poser des questions d'éthique, c'est déjà des problèmes de droit. Évidemment, l'éthique est liée au droit, mais le point de vue qu'on va prendre, nous, avec Regalia, c'est est-ce que le droit est bafoué. Donc, le record, c'est Google, pour l'instant, hein, donc 2,4 milliards quand même. Mais des toutes petites choses que vous n'auriez même pas imaginées, les étoiles sur les hôtels. Ben, Google a inventé des étoiles qui ne sont pas les étoiles de la législation française. Ils se sont fait condamner. Je crois que c'était 50 millions, je sais pas. C'est pas grand-chose. Tout ça, c'est pas grand-chose, hein, pour des groupes à 200 milliards. Mais quand même, c'est grand-chose au sens, il y a un préjudice. Prouvé. Inventer des étoiles, ben non, ça ne se fait pas. Je suis désolé. Même Google. En Italie, Deliveroo, c'était l'utilisation des jours d'arrêt maladie dans les critères de performance des livreurs. Non, ça ne se fait pas. Voilà. Pas en Italie et pas en France non plus. Et dans pas mal de pays au monde. Voilà. Donc ça, c'est l'algorithme qui a utilisé une data qu'il n'avait pas le droit d'utiliser. Alors, si on regarde les droits bafoués, je vais accélérer un peu là-dessus, mais il y a le droit de la consommation, démarche trompeuse, agressivité commerciale, etc. Donc on sent bien que ça, c'est le droit du consommateur. Le droit de la concurrence. Alors les logos, c'est quand ils sont fait condamner. Hein. C'est incomplet, hein. C'est juste pour vous dire que vous retrouvez les mêmes marques abusant de leur position dominante, vous les retrouvez dans ces viols de droit avérés. Sur la concurrence, alors là, c'est les autorités de régulation de la concurrence, hein, bien sûr. Donc je crois qu'ils y sont tous passés. En gros, il n'y a pas de position dominante sans abus de position dominante, en quelque sorte. Sur la vie privée, alors là, c'est l'utilisation de data qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser. Ça peut être pour un livreur, mais ça peut être aussi pour nous, l'état de grossesse qui peut être utilisé comme data pour proposer des choses, ou le genre, ou un proxy du genre, pas tout à fait genre, mais quelque chose qui va ressembler au genre, etc. etc. Là, c'est le défenseur des droits qui se pose des questions sur la manière dont ces algorithmes utilisent ces data. Et enfin, la législation du travail dont j'ai parlé tout à l'heure. Bon, là, c'est Deliveroo qui va des records en ce moment. Mais on sent bien qu'un algorithme d'affectation de... Il y a plusieurs algorithmes hein, dans Deliveroo. Il y a la surveillance, qui pose des questions, en particulier quand le gars est déconnecté, mais qu'on surveille quand même s'il est là. Il y a le ranking, la notation. Il y a le dispatch, c'est à lui que je donne quelle tâche. Est-ce qu'on donne un dispatch de manière équitable à un gars qui bosse depuis 18 heures ou à un gars qui vient d'arriver? L'algorithme prend en compte ce genre de choses. Voilà. Et puis, il y a des choses qui sont plutôt sur disons, la surveillance en général des travailleurs, des plateformes.
Donc voilà, on sent que tous ces droits-là, il y en a d'autres, un droit d'auteur aussi est un peu violé parfois. Mais voilà, on est sur ça, sur le plan du droit. Alors, qui dit droit dit évolution du droit, malheureusement. Le droit est un peu en retard, et le droit a eu du mal à saisir ce qui se passait. C'est vrai que le retard est pris. Donc, heureusement, il y a des autorités qui veillent. Par exemple, la CPR, c'est l'autorité bancaire. Elle dit que non, on ne peut pas vous refuser un crédit à vous, alors que vous êtes un homme, enfin, alors que vous êtes une femme, alors que pour la même personne, mais qui serait un homme, on accepterait le crédit. Là, c'est interdit. L'autorité bancaire interdit le credit scoring basé sur le genre. Et donc, JP Morgan a dû prouver que quand il a refusé à une femme un certain crédit alors qu'il l'avait accepté à son homme la veille, c'était pour des raisons, oui, par exemple, le compte en banque de la femme n'était pas le même, etc. Elle a dû prouver que ce n'était pas une discrimination. Donc ça, c'est la CPR. Vous avez, donc, le gouvernement français, depuis, disons, 3 ans, s'est mobilisé pour essayer de mieux formaliser ces règles et de les glisser, de les lobbyiser au niveau européen. Donc, j'en suis témoin, on est 90 dans cette task force, tous les ministères. Ça peut être les douanes, le trésor, c'est bizarroïde, hein, bizarroïde. C'est rare d'avoir tout ce monde-là ensemble pour dire, un exemple des douanes, il y a des animaux sur Instagram, il y a des bébés lions, je sais pas quoi, panthères des neiges, qui sont pris en photo à Dubaï avec des Instagrammeuses. Ben non, on n'a pas le droit d'avoir des animaux comme ça à Dubaï. Ça peut être des choses, hein, c'est pas l'algorithme, là, le problème. La photo n'est que la trace du problème. Donc, toutes ces équipes ont essayé de faire bouger le droit pour qu'on puisse mettre la main sur les déloyautés créées par ces algorithmes. Alors, la preuve, c'est que le DSA et le DMA ont 2 textes de loi, hein, Digital Services Act et Digital Market Act, 2 textes de loi. Le DMA est validé, pas encore en application, mais il est validé, toutes les chambres ont convergé. Le DSA est en cours de validation, on avait ça le trilogue, et ça va converger dans, disons, quelques semaines. C'est au niveau européen, d'ailleurs. Ouais, donc au niveau européen. Juste pour vous dire que le mot audit est important, hein, 67 fois en 120 pages, on sent bien qu'il y a un désir d'audit de ces algorithmes et que la loi va le permettre. Pourquoi c'est difficile aujourd'hui? Dans les CGU, conditions générales d'utilisation des libéraux, vous n'avez pas le droit, quand vous n'êtes pas académique, vous n'avez pas le droit de faire des tests. C'est juste interdit par les CGU. Voilà. Fin de l'histoire. Donc il faut faire bouger les CGU et il faut qu'il y ait un bac à sable autorisé pour pouvoir jouer avec ces algorithmes et savoir ce qu'ils font. Voilà. Donc à terme, là c'est une intuition, à terme on peut imaginer qu'il va se passer chez les grosses plateformes, dites gatekeepers, il va se passer à peu près ce qui se passe chez les banques, c'est qu'il y aura une direction de conformité, direction de la conformité algorithmique, qui va devoir s'assurer qu'un ensemble de règles sont respectées par les algorithmes, typiquement les algorithmes en contact avec un être humain. Alors, être humain externe ou être humain interne, hein. Ça peut être pour les recrutements, ça peut être être humain externe, ça va être plus long. Voilà, donc ça bouge. Alors, il y a même des choses pour l'intelligence artificielle. Là, ce qui est intéressant, c'est que ça ne présuppose pas que l'algorithme est en intelligence artificielle. Hein. C'est pour tous les algorithmes. Mais il y aura des choses spécifiques pour l'intelligence artificielle qui, pour l'instant, n'ont pas l'air tellement de s'occuper des sujets type Deliveroo ou autres. On est plus sur des sujets voitures autonomes, système d'armes, etc. Donc, en 2020, 3 ministères, donc Bercy, le numérique, Cédric O et la culture, 3 ministères décident de créer une nouvelle structure, le PRN, le pôle d'expertise en régulation numérique, que des data engineers et des data scientists. Alors, ils sont une vingtaine aujourd'hui. Ils sont à Bercy et ils répondent à toutes les questions sous contrainte de capacité, mais ils répondent à toutes les questions des autorités indépendantes qui n'ont pas le staff en data scientist pour observer des choses sur Airbnb, sur des Deliveroo, sur les bus, sur les prix des bus, etc. etc. Donc c'est assez original. C'est tout petit à l'échelle du nombre de data scientists de l'autre côté, hein, bien sûr, donc on peut sourire, mais c'est mieux que zéro. Donc ça progresse. Alors pareil, du côté, il n'y a pas qu'en France, hein, il y a la Chine, les États-Unis. Il y a un article de Barack Obama la semaine dernière sur les besoins de régulation. Donc voilà, ce n'est pas qu'un sujet européen. Et en Europe, la France est plutôt dans les leaders, dans ceux qui poussent, avec l'Allemagne, je dirais, un petit peu la Hollande. Puis il y a des pays qui freinent, et il y a une certaine corrélation entre le pays qui freine et le lieu d'hébergement d'Amazon et de Google. Vous devinez les pays qui freinent. Voilà, donc, ça progresse tout ça. Hein. Alors, j'accélère un peu. C'est pour ça qu'on a créé Regalia. Parce qu'on a senti que,
observer ces algorithmes à l'œil nu, avec un agent de la DGCCRF, les fraudes, ou avec un agent à l'œil nu, ça devenait très très dur d'observer des bizarreries. Et donc on s'est dit qu'il fallait développer de la tech. Donc INRIA s'est dit, avec peut-être une quinzaine d'équipes INRIA qui travaillent plus ou moins sur les sujets réseaux sociaux, explicabilité d'algorithmes, il y a pas mal d'équipes en fait, hein, avec un angle de vue différent, les contenus haineux, il y a des angles d'attaque toujours un petit peu différents, mais qui travaillent sur cette matière. Et donc on s'est dit, on va investir spécifiquement sur des algos pour surveiller les algos. D'accord? C'est le projet Regalia. On est impliqué, par exemple, dans l'évaluation des risques pour les travailleurs des plateformes. Est-ce que l'algo crée de la subordination, une variante de la subordination humaine, ou pas? On a une gouvernance bicéphale avec Bercy. Donc ça veut dire quelque chose, Regalia, mais ce n'est pas très important. Et on est bien dans soulever le capot, en boîte noire, soulever le capot des algos. Alors, comment on s'y prend? Et on est au tout début, donc il va y avoir des choses, des tâtonnements qui vont faire partie de ce que je vous ai dit. Nous, on s'intéresse à la dernière approche, hein, une approche audit comportemental en boîte noire ou boîte grise, quand on a quelques indices. Mais on voit qu'il y a d'autres façons, évidemment. Hein. Il y a la façon d'exiger la transparence, comme Parcoursup. Je veux comprendre l'algo exactement. Demander à Deliveroo ou à Amazon son algorithme, c'est pas gagné quand même. Hein. Bon. Et puis même si, je ne sens même plus que le gars qui l'a fait est capable de vous le raconter. En tout cas, j'ai des témoignages. Le deuxième approche, qui était plutôt l'approche dominante, hein, c'était on va faire de l'IA explicable et forcer Amazon à utiliser de l'IA explicable. Donc on pourra expliquer. Mais là aussi, c'est un présupposé que Amazon va obéir à des règles de design pour l'instant un peu exotiques. Donc, il y a toutes ces... Mais par contre, c'est très intéressant. Si on a la même qualité deep learning, mais avec quelque chose d'explicable, évidemment, ça va être bien. Or, aujourd'hui, ce n'est pas l'explicable qui gagne, en tout cas dans les pratiques, sur le pricing et la recommandation. Ce n'est pas toujours explicable. C'est une analyse comportementale, comme ça, pas toujours facile. Nous, on a pris l'option audit en boîte noire, et en gros, on cherche à investiguer qu'est-ce qu'on peut repérer, qu'est-ce qu'on ne peut pas repérer, c'est quoi le niveau pour un enquêteur, quelle aide algorithmique on peut lui fournir pour répondre à certaines questions. On va appeler ça des prédicats, pour répondre à certains prédicats. Donc, ça suppose un certain accès à la donnée et un environnement de test représentatif de la plateforme. Alors, je ne peux pas isoler l'algo, le mettre dans un bocal et tester. Ça va ressembler à du Volkswagen CO2. Hein. Donc, non, on ne peut pas. On veut essayer d'utiliser l'algo dans son jus, dans un parcours client, sur la plateforme. Notre testing ne peut plus être manuel. Si on veut tester 10 000 comportements clients, c'est très très dur à la main. Le CSA a essayé de tester des comportements assez écartés. C'est très très dur de dépasser 80 personnes. Je crois qu'ils ont 60 ou 80 personnes. C'est dur de dépasser ça. On a fait des tests au Brésil sur la pub politique. Bon, ils sont arrivés à avoir 800 personnes. Ben, nous, on voit qu'il nous faut 600 000 requêtes pour trouver des trucs. Hein. Donc, ça va être dur avec 800 personnes. On sent bien qu'il y a un sujet quand même de testing systématique qui doit pouvoir être fait. Voilà. Alors, sachez-le, il y a un amendement qui a été voté. Le PRN, qui est une structure du gouvernement, a le droit de faire des expériences sur les plateformes. Ils ont dû se battre pour obtenir ce droit. C'est quand même un peu un comble. Mais c'est comme ça. Alors, pour autant, il ne faut pas abîmer la plateforme. Hein. Parce qu'il y a deux choses. Il y a le déni de service auquel on pense tous. Mais il n'y a pas que le déni de service. Il y a ce que j'appellerais un déni de forecast. Si je m'amuse à pinguer le groupe Accor, tous les IBIS du groupe Accor, sans jamais acheter, parce que le budget INRIA va être un peu limité pour m'acheter des chambres, je vais donc créer des bookers non acheteurs, enfin des scrappers non acheteurs en masse, à La Rochelle, sans jamais acheter. Donc, le pauvre gars, il dit, oh là là, mais personne ne veut de mon produit à La Rochelle, il faut que je baisse le prix. Donc on va fausser l'algorithme si on s'amuse à avoir des comportements atypiques. Donc c'est important, il faut avoir ça en tête. Et dans les protocoles d'accord qu'on essaie d'établir avec certaines plateformes, dans les discussions, juridiquement, on écrit, oh là là, pas trop de requêtes. Vous n'avez pas le droit de nous scraper à plus qu'un 1%. Ça serait l'équivalent d'un cycliste qui dit, tu peux me faire une prise de sang, mais quand même pas au col de
Voilà, pas en haut du col, s'il te plaît. Attention. Surtout pas prélever 3 litres. Oui, oui. Alors, c'est un peu ça, hein, c'est du test antidopage qu'on essaye de faire. Voilà, donc, il y aura, dans le DSA et le DMA, le DSA en particulier, l'article 31 du DSA, il y a des formes d'audit réguliers et le droit à des entités, comme vous, hein, référencées par l'autorité compétente, de scraper sous certaines conditions. Il faut que vous décriviez un peu votre projet et que vous vous engagiez à une certaine forme de comportement non agressif. Voilà. Donc, je vais le découper en 3 axes, le dernier étant un peu plus fruit de nos découvertes, mais les 2 premiers, hein, c'est qu'il va falloir avoir des comportements. Si je veux tester qu'une ethnie n'est pas discriminée en boîte de nuit, hein, ce qui est fréquent, alors d'abord, il faut faire gaffe, hein, au début de la nuit et à la fin de la nuit, le videur ne se comporte pas de la même manière, il est plus sélectif en fin de nuit. Donc il va falloir faire à quel moment je balance mon ethnie, etc. Et puis mon ethnie, il faut qu'elle se comporte, à part l'ethnie, excusez-moi pour le visage, mais à part l'ethnie, il faut qu'elle se comporte absolument pareil que les autres. Et si je mets tous mes ethnies sensibles en survêt et que tous les autres sont en costume, je n'ai pas testé le problème de l'ethnie, j'ai testé le problème du survêt. Survêtement pour l'ami italien. Donc, c'est important que le test que l'on fait ait une sorte de valeur probante. Sinon, on n'a rien prouvé. On a juste dit qu'il y a un truc bizarre. Et puis, il faut d'autres conditions qu'on va décrire plus tard. Mais en tout cas, nos clients de synthèse, nos comportements de synthèse doivent être révélateurs, sinon on n'a rien dit. Et d'ailleurs, c'est un argument que Twitter ou d'autres plateformes utilisent de plus en plus quand des organisations non gouvernementales les testent. Ils disent « Ouais, vos tests sont complètement aberrants. Ben, moi, je me comporte de manière aberrante. » Si Deezer a des techniques pour repérer qu'un gars qui change de fuseau horaire toutes les 3 heures et toute la journée et écoute le même Booba à plein temps, mais qu'en fait c'est un fraudeur qui veut gonfler les ventes de Booba, le nom on les choisit au hasard, évidemment, Deezer, il a le droit de dire qu'un comportement comme ça est anormal. Et donc si Elliot s'est trompé, je ne me trompe pas, si Elliot s'est trompé dans son algorithme de test de Deezer, Deezer rejette finalement la preuve en disant tu m'as créé un tapis volant qui traverse l'univers, ça n'existe pas. C'est le cas, par exemple, de TikTok, qui a été pointé du doigt par des équipes de recherche et des journalistes, qui montraient un enfermement, par exemple, des personnes un peu dépressives. TikTok les enfermait dans des contenus ultra dépressifs présents sur la plateforme. Et la première ligne de défense de TikTok, c'est de dire oui, mais quelqu'un aussi caricatural sur ses goûts au début, ça n'existe pas. Donc oui, on l'a enfermé, mais c'est un comportement atypique qu'on avait inventé et la plateforme a réagi de manière atypique. Donc ça a été leur première ligne de défense face aux attaques de vous enfermer les gens. C'est oui, mais vos profils étaient un peu trop caricaturaux. Personne ne se comporte comme ça, vraiment. Soyons méfiants. Il faut que les comportements de synthèse, le client mystère, eh ben, le guide Michelin qui fait un client mystère, le mec, il n'est pas habillé en clochard. Ou alors, il va tester quelque chose. Donc, on va devoir être efficace pour des temps de traitement et pour pouvoir itérer. On va devoir être efficace, furtif et significatif pour que ça ait une valeur probante. Ce n'est pas un vrai standard de preuve, hein, mais en tout cas, qu'on aide un enquêteur à avoir des indices suffisants pour ensuite mener son procès. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on a constaté avec l'équipe, donc Elliot et Jordan Thiers, que je n'ai pas cité, avec Elliot et Jordan, avec l'équipe, on sent qu'il y a du tâtonnement, c'est-à-dire que l'algo, on trouve des choses, et peut-être c'est une aberration, peut-être que c'est une évidence, qu'il n'y a pas de problème. Et donc là, il faut que le régulateur, l'enquêteur, nous dise non, 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 c'est normal, c'est 2 heures du mat, il se passe des choses, Deliveroo à 10 heures du mat, ça ne veut rien dire, Uber Eats à 2 heures du mat, il n'y a personne. Bon, donc, on sent bien que ces outils, si on veut aider l'enquêteur, il faut qu'on permette l'interaction, c'est évident en data science, mais encore plus dans ces sujets-là, parce qu'il y a des data enfouies, le pouvoir d'achat dans Paris, des trucs comme ça où l'algorithme ne peut pas le deviner. Par contre, tout à coup, l'enquêteur voit, tiens, c'est bizarre, le 16e n'est pas traité comme le 18e. Ah, ok, c'est le pouvoir d'achat. Hop, je glisse le pouvoir d'achat comme nouvelle variable. Ah, explication. Et donc, je redresse mon analyse par rapport à la nouvelle donnée cachée, qui était cachée pour l'algorithme, mais pas cachée pour l'enquêteur. J'ai fait des choses sur des fraudes. Vous n'imaginez pas ce que les gens des impôts astucieux, par exemple, peuvent utiliser comme le nombre de millilitres de shampoing par femme
pour voir si un salon de coiffure n'a pas fraudé. Ils ont une banque de proxy sur la fraude infinie. Enfin, pas infinie, mais c'est un beau capital. Donc, c'est trop bête de se priver de leur connaissance. C'est une histoire vraie. Voilà, alors, on s'est dit, pour démarrer, on va regarder deux types d'algorithmes en particulier, parce qu'on les trouve très fréquents, les algorithmes de pricing et les algorithmes de recommandation. Le pricing, c'est un prix sur un produit, plus ou moins à la tête du client, selon, hein, ou pas. Le même prix pour le même produit, un prix qui bouge selon les conditions, un prix qui bouge dans la nuit, ou en tout cas vers 21h. Voilà. Donc, ça, c'est le pricing. La recommandation, on est bien sur un ranking. Vous avez en général P produits qui vous sont présentés, soit suite à une requête, soit suite juste à votre connexion sur le site, soit suite à une requête, un achat, j'ai mis dans mon panier. Ah, avez-vous pensé à, vous faut-il autre chose? Je clique, on vous propose ce que les gens ont aimé. Donc, pricing, recommandation. J'ai mis aussi affectation, typiquement pour Deliveroo, pour Uber Eats. J'ai affecté une commande à quelqu'un. Ça peut être douteux, la manière d'affecter. Et si on se met sur des systèmes, l'affectation est un sujet quand même très générique en algorithmie, et on a de plus en plus d'affectations maintenant qui sont renforcées par du machine learning, et donc de moins en moins explicites. Planification d'emploi du temps, affectation d'une ressource, j'ai mis telle arme ou tel véhicule en face de telle situation. Pourquoi on a pris cette décision? Alors, les décisions ne sont pas à froid, hein, elles sont dans un contexte d'utilisation. Toute l'histoire, les cookies, toute l'histoire du client, au moment de sa demande, est parfois utilisée par l'algorithme. Donc, il y a une session utilisateur. Ensuite, l'algo va très vite, en général. On est en quelques dixièmes de seconde. Donc, il n'a le temps de faire qu'un certain travail. Et ça se place dans un UX, une architecture de choix, parfois trompeuse, hein, les dark patterns. Donc, on ne peut pas regarder l'algo sans regarder un peu l'architecture de choix. C'est très discriminant. Et évidemment, donc c'est personnalisé, ou en tout cas de plus en plus personnalisé, et puis avec un mix entre efficacité et opacité, et parfois l'opacité est délibérée, pour que vous ne repériez pas trop que telle chose est en train de bouger, ou que c'est vous, et pas votre belle-sœur, qui reçoit telle proposition. C'est connu, en pricing, on met parfois un peu d'aléatoire pour tromper les mots. Alors, si je regarde les technos dessous, on est loin d'être dans un univers purement IA. Hein. Il y a clairement toute une culture, disons, mathématiques appliquées, hein, programmation linéaire, nombre entier, stochastique, il y a toute cette culture. En tout cas, dans le pricing, c'est très très présent, on optimise quelque chose. Et puis, sous contrainte, et par exemple, les contraintes de la SNCF, ça peut être, je ne réouvre jamais une classe tarifaire qui a été fermée. C'est une contrainte qui est respectée par l'algorithme. Vous ne pouvez pas l'inventer, vous pouvez le découvrir. C'est un exemple. Et de l'autre côté, il y a tout ce qui est forecast, et évidemment, tout ce qui est ensuite forecast personnalisé, scoring, et on va aller jusqu'au reinforcement learning, par exemple, pour Criteo, pour de la découverte de comportement face à une nouvelle pub qui arrive, à qui je la pousse, bah, je vais tester, et on est rendu, par exemple, bandit multibras sur ces sujets-là, ou du reinforcement learning. Alors, c'est quoi les biais ou les déloyautés que l'on veut détecter? Alors, on s'est attaqué à certaines familles que j'ai envie de vous résumer. Alors, le mot est mal choisi. Le défenseur des droits n'aime pas qu'on utilise ce mot, donc je vais le mettre avec des guillemets. On cherche des discriminations. C'est-à-dire, certains produits sont favorisés. Si je suis Booking.com et que je favorise le groupe Accor plutôt que le petit hôtel indépendant, en mettant toujours le groupe Accor un peu plus haut, eh bien, c'est un favoritisme d'un produit qui n'est pas basé sur la préférence de l'utilisateur. Alors, peut-être que Booking a le droit de faire ça, mais il faut bien qu'il l'indique. Je ne t'ai pas mis ce que tu préfères, je t'ai mis ce que mon comptable préfère. Parce que la commission que me verse le groupe Accor est peut-être supérieure à la commission que me verse. Donc ça, on est sur, par exemple, est-ce que les CGU qui disent que c'est la préférence sont vrais? Est-ce qu'ils respectent ses propres CGU? Voilà un exemple. Hein. Bon. On en a d'autres. Ça peut être aussi la discrimination client, hein, rasoir rose, dans le gros cliché, hein, rasoir rose pour les femmes, rasoir bleu pour les hommes. Bon, ben, on a utilisé une variable de genre ou un proxy
de la variable de genre. Jolie Marie-Claire, ça va suffire, je pense. Donc, jolie Marie-Claire égale proxy de genre égale je vous pousse du rasoir rose. Ça doit à peu près marcher. Et qui est un peu plus cher que le rasoir bleu, sinon ce serait pas bon. Donc, le profit à cibler le rasoir rose sur un proxy de genre peut être suffisant pour gagner quelques pourcents. Et avec 10 proxys comme ça, vous avez un algo performant. Et donc, petit à petit, on trouve que sur les différents cas de figure que l'on a, on a des prédicats. Existe-t-il une variable sensible comme le genre, telle que, dans une certaine zone de travail, le soir, à Paris, 5 jours avant le départ du vol, dans une certaine zone de travail, est-ce que l'algorithme se comporte de manière discriminante vis-à-vis de cette variable de genre, sur le prix ou sur la recommandation? Voilà le genre de prédicat que l'on va chercher à valider dans notre recherche. Voilà, il y a des variantes, je ne vais pas insister dessus. Sachez qu'on a une autre famille de sujets. Aujourd'hui, c'est plutôt à l'état de la recherche, mais ça fait peur à pas mal de gens. C'est la collusion algorithmique. Cette fois-ci, ce n'est pas un algo qu'on regarde, c'est 2 algos. Vous avez par exemple un vendeur d'essence numéro 1, un vendeur d'essence numéro 2, et comme par hasard, sur un territoire comme l'Allemagne ou comme la France, les stations essence où les deux sont en compétition parce qu'ils sont à moins de 5 km n'ont pas les mêmes caractéristiques que quand le gars est tout seul dans sa région. Ça pourrait être une entente, ou pas, d'ailleurs. Et donc, comment prouver que les algos d'IA qui ont fabriqué le prix du gazole dans ces régions-là ne se donnent pas des renseignements, d'une certaine manière, ou ne se répartissent pas le territoire. Donc ça, je vous le mets en amont, on est très amont là-dessus. Alors, il y a des preuves que c'est possible. Il y a par contre l'algo qui prouve ça. Aujourd'hui, le droit n'est pas prêt, parce que pour prouver une collusion, il faut que vous disiez que le directeur commercial du vendeur d'essence numéro 1 a dîné au restaurant avec le directeur commercial du vendeur d'essence numéro 2 et que le lendemain après-midi, les prix se sont comportés d'une certaine manière. À peu près ça, une preuve aujourd'hui. Il n'y a pas de preuve basée sur la collusion. Là, c'est pas juste de la parano de la part des régulateurs, c'est parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a 1 an à peu près, le MIT, dans un contexte un peu isolé, a réussi à faire rentrer en collusion 2 IA sans leur avoir demandé de faire une collusion. Donc les 2 IA ont appris par elles-mêmes en priceant et en apprenant du comportement en réaction de l'autre côté, les deux dans ce contexte fermé. Comme un dilemme du prisonnier à 2, quoi. Elles ont appris à faire de la collusion et à monter les prix ensemble. Donc c'est pour ça que les questions commencent à se poser côté régulateur. Ça sort pas de nulle part. Mais je vous le mets à part ce sujet parce qu'il est quand même un peu plus méta, je trouve. Il est passionnant, hein, mais c'est d'une autre dimension. Entre le fermé et le monde ouvert, encore quelques étapes. Voilà. Alors, c'est quoi l'état de l'art là-dessus? Alors, le sujet est un peu moche parce qu'il y a plein de plateformes différentes, il y a plein d'algos différents, et on cherche des audits avec des prédicats un peu différents. Donc, tout ça, ça fait une banque de problèmes. Je crois qu'il y a 2 grosses sources. En offline, c'est-à-dire, j'ai fait toutes mes requêtes à l'algorithme, je donne mes requêtes à quelqu'un, et qui, avec toutes les requêtes, va analyser s'il y a un biais. Ça se rappelle le problème offline. Requête figée. Et il y a le problème online, c'est l'inverse, il peut me poser des requêtes, je lui donne des réponses, il réfléchit, il me repose des questions. Donc là, on est un problème que je vais qualifier de online, d'accord? Offline statique, online itératif. Évidemment, ça lui donne le online lui donne du mou. Ce qui peut, à budget requête égal, il peut me poser des questions. Ah tiens, ça a l'air vraiment bizarreux. Le parallèle que je fais, j'ai une forme oblongue. Est-ce que c'est un missile? Est-ce que c'est une baleine? Ça a l'air d'intéresser des personnes en ce moment. Bon, si un petit aileron de telle forme, il faut que je surmaille avec mon sonar la zone aileron pour me rendre compte qu'il se passe quelque chose. La forme oblongue ne suffit pas. Donc, on sent bien qu'il peut y avoir une démarche itérative. Alors, en offline, vous avez tous vu, il y a beaucoup de travail sur la fairness et en sensibilité locale, type SHAP. On va, autour d'un point, on va faire bouger un petit peu pour repérer finalement la sensibilité de l'algorithme à la modification de certains paramètres. C'est toute la culture, il faut que ça progresse pas mal. Ça ne répond pas tellement à nos questions, parce que nous, on sait pas, on n'a pas le point de départ. On se pose des questions dans tout l'espace de Uber Eats ou dans tout l'espace de Amazon. Donc, je n'ai pas un flagrant délit de départ. Donc, ça ne répond pas bien à la question. Et puis,
même si c'est assez riche, c'est très gourmand en requêtes. On va bombarder pas mal autour du point. Et donc, c'est plutôt quelque chose qu'on fait en interne avec ses propres algos qu'en externe. Voilà. Et puis, en bougeant un tout petit peu une variable, on crée des comportements clients absurdes. En tout cas, il y a la liste des requêtes qui vont arriver, c'est la même personne avec une paire de lunettes, deux paires de lunettes. Enfin bon, à un moment, ça peut créer des suspicions. Le deuxième sujet, c'est tout ce qui est fairness en recommandation. On commence à avoir des travaux qui sont plutôt sur la partie classification scoring que sur la partie algo de ranking. L'un étant un prérequis de l'autre, mais pas tout le temps. Donc, on commence à trouver des choses intéressantes. Mais attention, quand il y a un biais de popularité, par exemple, ça peut complètement masquer des biais de discrimination. Noyé dans la popularité, vous n'arrivez pas à voir si la popularité joue énormément sur la reco, c'est le cas de TikTok, vous ne pouvez pas voir si l'ado de 13 ans ne reçoit pas le même traitement que l'ado de 11 ans, simplement parce que, voilà, noyé sous la masse, ça ne se voit pas. Donc, attention à ce côté popularité. Et il y a des popularités segmentées, bien sûr. L'ado de 11 ans femelle, l'ado de 11 ans mâle, etc. Et puis, alors, sur les pratiques collusives en pricing, c'est encore très macroéconomie. On essaye de voir les évolutions de prix de marché. Ça ne descend pas à un niveau micro. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr. Est-ce que cet algo est vraiment fait par un homme? Est-ce que c'est un mechanical turk? Ou est-ce que c'est un vrai algo? Il y a des cas un peu ambigus dans la littérature. Voilà. Sur le online, donc là, cette fois-ci, vous avez un budget. Donc, tout le monde connaît le bandit multibras? Oui, oui. Alors, bandit multibras, c'est je te donne 1000 euros. Pardon, tu prends 1000 euros de ta poche, pardon. Tu as 1000 euros. Tu vas au casino, tu as 100 machines. Et je te promets, il y en a certaines qui sont plus rentables pour toi que d'autres. Elles sont toutes rentables pour le casino, mais il y en a certaines un peu moins, et donc un peu plus pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Il y a plein de stratégies. Il y a des gens qui vont n'en prendre qu'une et puis rester. Il y en a qui vont les tester toutes de manière infinie, mais jamais conclure. Ou il y en a qui vont tester un peu, allouer un budget requête, tester, et trouver la meilleure, statistiquement représentative, et après, passer la nuit sur la meilleure. Il y a plein de stratégies, Epsilon Crédit, Reinforcement Learning, il y a plein de stratégies. C'est un très joli sujet. Alors, nous, on n'est pas tout à fait là-dedans parce que les machines ne sont pas bien écrites. Si il y avait Airbnb, tous les hôtels, peut-être que je pourrais découper par hôtel, mais le découpage n'est pas évident puisque nous, on a beaucoup de dimensions. Le comportement client, l'hôtel, l'heure. Donc, ça ne s'y prête pas tout à fait. En tout cas, on a un espace beaucoup plus large à explorer. Et puis, il y a toute une culture plutôt recherche personnelle sur ce qu'on appelle le ranking and selection. Vous avez plusieurs process, vous cherchez à avoir le plus performant, vous avez des tests sanguins, vous cherchez à savoir, tout le monde vous dit que vous avez le Covid, puis il y a un test qui vous dit que vous ne l'avez pas. Comment savoir qui a raison? Donc, il y a aussi des algos là-dessus pour avoir plus confiance dans certains labos que dans d'autres. Je n'ai pas dit le mot hydroxychloroquine. Et puis, alors, il y a ceux qui ont fait des choses en mécanique. Il y a les plans d'expérience. C'est vieux comme le monde. Je n'ai pas beaucoup de budget expérience. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais bouger un peu les paramètres. Je voudrais me faire un pare-choc extrêmement léger mais solide. Je vais modifier tel ou tel élément de texture ou tel élément de forme. Donc, j'ai quelques paramètres que je veux optimiser. Donc, c'est l'optimisation globale. Et donc, mais la simu coûte cher. Donc, eux aussi ont des problèmes un peu comparables. Voilà. Donc, en gros, la littérature disponible de notre expérience, ça a l'air d'être sur ces deux espaces, offline, online, avec ça commence à sortir. On voit des algos, audit en boîte noire, de plus en plus, qui sortent dans la littérature. À c'était NeurIS. Ouais, NeurIS, pardon. Il y a quoi, 15 3 semaines, peut-être 3 semaines. On voit que ça sort. C'est normal, il commence à y avoir des problèmes. Voilà, alors, je vais juste illustrer les questions techniques qu'on se pose pour quelque part vous puissiez vous les traduire en problèmes mathématiques. Alors, on a pris un exemple que j'appelle Daily Vroom. Toute ressemblance, c'est vraiment pas de ma faute. Voilà. Donc, nous, on est là. Le terrain dont je vous ai parlé à Bercy a fait un scrapper souverain, voilà, qui n'est pas trop au mauvais niveau, quand même, qui résiste à certaines plateformes, et puis évidemment qui est encore un peu limité, parce que
Il y a écrit Bercy dessus, donc ils peuvent s'en apercevoir. Donc ça progresse. Hein. Donc ça, c'est sympa. Et puis, on a l'enquêteur régulateur qui est à gauche. Et donc, on va scraper, analyser, poser des questions éventuellement, si on a un doute, et puis recentrer. Voilà. Alors, le mot deep sampling, c'est du marketing, hein. C'est pas forcément deep, mais c'est censé être un peu intelligent. Alors, je cherche dans tout mon espace des possibles, hein, toutes les configurations des cas clients et produits. Je cherche une zone, donc par exemple des intervalles, sur chacune de mes variables, telle qu'au sein de la zone, il y a un problème. C'est quoi le prédicat au sein de la zone sur la variable genre, sur une des variables sensibles, il y en a 25 au sens du défenseur des droits. Donc, existe-t-il parmi les 25 variables sensibles utilisées par l'algorithme un espace, une zone dans laquelle c'est flagrant. Sur une variable sensible, elle est à 1, l'algo fait ça, elle est à 0, l'algo fait pas ça. C'est autre chose que ça. Voilà le genre de choses qu'on cherche. Alors, continuons à formaliser. Alors, il faut que ça soit pertinent en termes de volume. S'il y a une malheureuse personne qui reçoit une malheureuse recommandation une fois tous les 6 ans, on ne va pas faire un procès. Donc, il y a un problème de préjudice. Il faut une fonction de préjudice. La fairness, c'est bien joli. Et si ça touche 3 personnes, à part le canard enchaîné ou 60 millions de consommateurs, ça n'intéresse personne. Donc là, nous, on est très soucieux de ça. Du coup, quand vous avez échantillonné, vous devez savoir si votre échantillonnage est représentatif d'une population intéressante. Par exemple, 2 restos dans Paris, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y en a 2000 sur Deliveroo. Donc, 2 sur 2000, non, si je commence à en avoir une centaine, on peut dire, oui, il y a un problème. Donc, il faut faire attention, préjudice. La représentativité, donc ça, c'est ce qu'on dit, hein, il faut créer des choses qui ne soient pas totalement bizarroïdes par rapport au comportement de la plateforme. Et enfin, la significativité, c'est que ce que j'ai trouvé a valeur probante, c'est-à-dire que c'est reproductible par un enquêteur qui, en refaisant l'expérience, reproduit à peu près le même biais et peut donc tout à fait aller au tribunal dire à Uber Eats qu'il a mal travaillé, qu'il a discriminé sur tel ou tel fait. En statistique, un test de significativité en dessous de 5%, par exemple. Alors attention, hein, on est sur du droit, donc c'est un élément, hein, bien sûr. Et puis aujourd'hui, nous n'imaginons pas, je ne l'ai pas dit, hein, on n'imagine pas que notre algorithme, il va au tribunal. Hein. On l'imagine comme une sorte de préétude qui aide un enquêteur à bâtir son dossier. L'équivalent en douane, pour avoir travaillé un peu sur des cargos, en douane, vous avez des endroits où, selon le client, le port, l'heure de la nuit, il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait de la drogue dans ce container. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? Ou une cargaison dangereuse, hein, les deux sont problématiques. Et on va indiquer au douanier ou indiquer à l'agent de sécurité, va plutôt dans le coin nord-est à telle heure de tel port, on maximise ses chances de trouver le problème. Voilà. L'algo qui fait ça, en l'occurrence, ce n'est pas un algo qui va au tribunal. C'est le douanier qui mène ensuite son enquête. Donc on est plutôt dans cet esprit-là. Voilà, donc un exemple, hein, c'est est-ce que par exemple le quartier de Paris est utilisé dans l'algorithme comme élément de décision pour changer le prix de livraison. Si vous êtes dans ce quartier numéro 1, en moyenne, vous paierez ça. Et si vous changez de quartier, vous êtes la même personne, vous avez le même comportement, à la même heure de la nuit, vous n'avez pas le même prix. Là, on pourrait appeler ça, alors c'est pas grave, hein, c'est pas forcément illégal, mais en tout cas, voilà un exemple de variable, le quartier. Alors si c'est un CV et que c'est Saint-Denis versus Vaucresson, c'est plus embêtant, hein, si l'algo se comporte pas pareil. Si c'est une livraison et que vous payez un peu plus, on va dire que ça reste légal. Ce n'est pas notre problème après. Hein, on essaye de trouver des choses bizarres par rapport à des variables qu'on détecte comme problématiques. Alors, voilà les données requêtées. Donc, vous pouvez faire le test vous-même sur votre livreur préféré. Vous avez la pizza, la note, le nombre de notes, vous avez la distance, vous avez le prix de livraison. Voilà à peu près la data capturée quand vous avez fait votre requête. Une requête dans Paris, sur une des grandes plateformes, une requête dans Paris, c'est 200 réponses. Pizza, burger, tacos. Hein. Vous mettez pizza, vous avez 200 réponses. C'est pas mal. On collecte, pour une requête, on collecte 200 réponses. Voilà ce qu'on collecte avec toutes ces infos-là. Et la première chose qu'on peut essayer de se dire, c'est est-ce qu'on peut sentir qu'il y a des bizarreries, c'est-à-dire des groupes
de requêtes ou des groupes de demandes qui ne sont pas pareils que d'autres. C'est une approche naïve, j'ai envie de dire. Alors, l'approche naïve, vous mettez demain après-midi, vous en avez pour 1 heure de travail, si vous pouvez scraper vite, vous allez trouver ça. C'est la première variable qui explique le prix, c'est la distance entre le restaurant et vous. OK? Donc, alors il y a des sauts discrets, hein, parce que c'est des prix discrétisés, ça c'est la vie, c'est pas blâmable. Et ça va en gros, typiquement, hein, de 0 à 5, de 0 à 6, pardon, à 5,99. Voilà. Donc, franchement, avec ça, vous expliquez 76% du problème. Jusqu'ici, c'est pas grave. Hein. Pourquoi? Parce que si vous disiez il y a discrimination sur la distance, le gars vous répond, bah ouais, mais les coûts. La distance, c'est les coûts c'est machin, je compense les coûts. Ah oui. Hein, donc, en termes défenseurs des droits, ça ne tient pas. OK? Bon, donc, il faut creuser un peu. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est que faire un bon régresseur, alors pour ça, il faut itérativement sampler intelligemment jusqu'à trouver un bon régresseur, faire un bon régresseur assez robuste, si les données sont combinées, par exemple, latitude-longitude, si c'est la distance à Notre-Dame qui compte, c'est pas malin de mettre latitude et longitude. Il vaut mieux transformer latitude et longitude en distance. Donc, nous, on ne sait pas. L'enquêteur, il parle latitude-longitude. Mais si la variable utile, c'est distance, donc nous, on s'est dit, il va falloir un peu manipuler les données d'entrée de manière un peu générique pour. Ça, c'est des régresseurs de qualité, je dirais, assez fine et sur des espaces qui sont un peu compressés pour qu'on puisse travailler. Ça, c'est le premier travail. Alors, on va oublier. Grâce à ça, on va pouvoir compacter un peu ce qui se passe, oublier le pricing et garder ces structures, qui sont structures intéressantes, qui exploitent les disparités de prix, en priant pour que là-dedans, il y ait des disparités condamnables. Et donc, on va faire du clustering, et puis des clusters pas forcément trop carrés, parce qu'ils peuvent exploiter, si c'est des géographies, ils peuvent exploiter des bulles, des axes, etc. Donc, c'est ce qu'on cherche à faire. Alors, évidemment, en non supervisé, hein, on découvre ce qu'on peut découvrir. Et on va voir que la qualité de ce qu'on découvre n'est pas toujours intéressante. Il faut peut-être retraiter ce qu'on découvre pour que ça parle un langage humain. C'est ça qu'on va voir. Alors, c'est pas mal, hein, on trouve les choses. Donc, en redressant par rapport à la distance, hein, donc on a fait attention à ça, on voit qu'on trouve des clusters qui sont très typés arrondissement, décrits ici, le bleu et l'orange. Voici des clusters écartés d'à peu près 37 centimes. C'est énorme quand même sur 2-3 euros, 37 centimes, c'est beaucoup. Hein. Donc ça veut dire que dans tous ces endroits de Paris orange, vous payez en moyenne pour le même service. Et on a fait attention à redresser sur le nombre de restaurants présents et tout. C'est pas ce biais-là. Hein. Donc en fait, c'est plus cher dans certains endroits de Paris que dans d'autres. Si vous voulez en version graphique, il ne faut pas être dans les oranges. Je vous déconseille de vivre dans les oranges si votre obsession, c'est de ne pas payer cher en livraison. Alors, c'est là où on voit le tâtonnement. Hein. Donc, alors là, il nous a fallu 800 adresses. On pouvait avoir ça avec moi. Hein. Enfin, bon, avec 800 adresses, donc 800 fois 200 réponses. Hein. C'est ça nos échantillons. Donc, c'est quand même intéressant de voir qu'il n'y a aucune intervention humaine là. Hein. On trouve des clusters et on les sort comme ça. C'est 800 requêtes, c'est pas 800 adresses, c'est 200 adresses, mais à plusieurs moments de la journée. Oui. En fait. C'est un total de 800 requêtes, mais là, si vous comptez, il y a que 200 points. C'est 2 clusters. Hein. Ça, c'est que 2 clusters. C'est 2 clusters les plus écartés et qui se trouvent avoir quelque part une localisation. Alors là, l'œil humain repère quelque chose et avec un peu de culture, on se dit oui, c'est pas. Il y a peut-être des éléments et on peut fournir à l'algorithme des éléments. Et là, par exemple, alors oui, je me remets en mode online. Peut-être, j'ai encore un budget requête. Je n'ai pas cramé toutes mes requêtes, c'est un peu de budget. Vers où, quel serait un bon gradient finalement pour aller re-échantillonner. Ah, c'est là où, alors, on est au début, hein, on essaye de trouver c'est des zones à creuser. On va essayer de se dire, est-ce que j'ai des gradients? Est-ce qu'on nous dit que ces zones sont vraiment bien écartées ou c'est pas juste parce que j'ai pas assez d'échantillons? Alors là, on a assez d'échantillons dans ce cas-là, et on voit bien qu'il y a des zones vraiment écartées. Mais par contre, on peut très bien dire, ah oui, mais elles ne sont pas assez représentatives, elles ne sont pas assez volumiques en préjudice. Donc, je vais sursampler ces zones. Peut-être que je vais tout gâcher hein, en sursamplant, mais il y a une certaine probabilité qu'en sursamplant, je prouve mon cas. Et c'est ce jeu-là entre être pertinent statistiquement et découvrir un biais
Si vous faites 3 malheureuses requêtes, vous avez 3 biais, hein, puisque tout est bizarre. Donc, au bout de quelques dizaines de milliers, vous avez des choses. Et il y a des endroits tout petits où il y aurait un problème, mais non. Le problème, c'est que vous n'avez pas assez d'échantillons. Ça, il faut trancher. C'est le genre de questions qu'on se pose. Problème. Les structures pathologiques sont assez atypiques. Ce n'est pas forcément un vrai arrondissement. Ça peut être tacos, 18e, pour un ranking, pour quelqu'un qui a une très bonne note. Très atypique. Par exemple, je vous le dis, hein, si votre restaurant a 0 note, vous venez de sortir votre resto, vous l'avez mis sur, alors ce n'est pas Deliveroo, je ne sais plus, Uber Eats, enfin, vous l'avez mis sur un. Et bien en fait, il vous pousse, en termes de recommandations, il vous pousse très haut pour vous donner la chance d'avoir des premières notes. Voilà un biais tout à fait autorisé, hein, mais avoir eu 0 note, il y a favoritisme de l'algo de recommandation pour quelqu'un qui a 0 note. Et ça se comprend. Voilà une sorte de favoritisme. Quand vous êtes une franchise, il se passe des choses aussi. Quand vous êtes une grosse franchise, il se passe des choses. Donc voilà. Donc, hein, on sent que quand la variable, là, c'est avoir 0 note, donc il y a un nouvel entrant. L'autre variable, ça peut être une franchise. Hein, donc, vont créer des distorsions de l'algo de recommandation ou de l'algo de pratique. Donc voilà, les genres de questions qu'on peut se poser là-dessus. La question embêtante, c'est que j'ai trouvé un cluster, mais il est vraiment bizarre. Comment sursampler ce cluster? Parce que s'il est bizarre, la requête que je vais faire, elle a peu de chances de tomber pile dedans. Mes requêtes, je ne maîtrise pas la réponse de l'algo à ma requête. Donc voilà, ayons en tête, quand on veut sursampler une zone bizarre, ce n'est pas aussi simple qu'un radar qu'on décale à gauche ou à droite. Il y a une notion de géographie. Quand vous faites de l'exploration pétrolière, les gars, ils sont il y a la géophysique, je vais faire exprès d'aller là parce qu'il y a une veine, etc. On a cette connaissance. Il faut trouver l'équivalent de cette connaissance. Pas totalement évident. Alors, j'ai été très data-driven jusqu'à présent. Je pars de la data, j'essaie de l'agréger, de trouver des choses bizarres, écartées. On peut avoir une autre approche. Je sais ce que je cherche. Alors, ce qui est sympa dans les fraudes, c'est qu'il y a des dénonciations. Donc, un hôtel va se plaindre d'avoir été maltraité par Expedia. Donc, c'est vrai. Je peux vous envoyer des listes. Donc, oui. Et ça donne des indices. Ou des variables cachées qu'ils peuvent vous mentionner. Donc, l'enquêteur a une sorte de pressentiment. Comment exploiter ça dans la recherche? À part une recherche brute force, avec je m'arrête dès que je trouve, hein, mais voilà. Comment exploiter des petites informations? Alors, je vais l'illustrer, ce n'est pas du tout révélateur d'un problème, mais ça montre la difficulté combinatoire. J'ai plein d'échantillons, on va dire que je me mets en offline. Les échantillons sont terminés. Comment trouver une structure racontable à un humain, donc assez facile en termes de forme, qui a, par exemple, le plus de bleu possible? Je veux le rectangle. C'est Paris en plus moche. Hein. Oui, vous avez le Paris. Excusez-moi. Oui. Vous ne savez pas que 2.45, c'est voilà. Paris. Donc, si je veux décrire l'endroit que j'ai trouvé de manière extrêmement simple, avec quelques jeux de règles, de manière explicable, là, il faut que je simplifie le type de forme que je cherche. Avec un peu de chance, malgré les contraintes de forme, je vais quand même trouver un comportement bizarre. C'est l'idée. Et là, si vous cherchez le plus grand rectangle englobant avec 80% de bleu, par exemple, c'est un vrai sujet. Donc, ce n'est pas complètement trivial, c'est assez quadratique et c'est un problème d'optimisation combinatoire pas si simple. En tout cas, vous le mettez dans un solver, vous faites return, ça ne marche pas comme ça. Voilà, donc là, en l'occurrence, voici le plus grand rectangle avec au moins 80% de bleu et une certaine densité, puisque je cherche à être représentatif statistiquement. Voilà. Je donne ces éléments d'inspiration. Il y a des approches en SAT aussi, dans d'autres équipes que j'ai rencontrées. Ils vont essayer de trouver ce biais avec que des formules logiques. Alors moi, je vais le traiter plutôt en combinatoire. Mais voilà, on sent que parfois, quand on insiste beaucoup sur la contrainte de forme que doit prendre le biais, on a peut-être une démarche de recherche qui peut être plus guidée par ce qu'on cherche. Pardon? Satisfiability, pardon. C'est une formule logique, c'est de l'IA symbolique, comme on dit. Et c'est X1 et X2, de OU, de E, de OU, toutes les formules logiques comme ça, et vous cherchez une instantiation des variables telle que la formule booléenne soit vraie. Et la formule booléenne traduit le biais.
Donc il y a des approches comme ça, qui sont un reflet des approches combinatoires, ou l'inverse. Voilà, donc, rechercher des zones explicables, donc on va chercher à exprimer cette recherche, et puis on peut le faire par heuristique, hein. On démarre avec les clusters de tout à l'heure, et on les rogne un peu sur les bords pour qu'ils aient une forme plus présentable. Ceux qui ont fait du forecast en industrie, quand moi j'améliore mon forecast pour un pricing ou autre chose, et que le client dit « ouais mais je ne comprends pas, vous dites que c'est tel cluster que je peux pricer de manière plus élevée », il préfère dégrader parfois la qualité de ce que je lui donne, mais pour comprendre et pour pouvoir appliquer la règle intuitivement. Donc l'homme est une contrainte, en l'occurrence, mais c'est quelque chose qu'on est habitué à faire. Ce n'est pas forcément de l'explicabilité, c'est de la simplification. On sacrifie quelque chose, mais par contre, l'homme a compris. Voilà. Alors là, on trouve des choses encore plus marquantes, parce qu'on trouve vraiment l'endroit le pire. On arrive à des choses très, très écartées. Et en l'occurrence, entre le 3e arrondissement et le 11e arrondissement, qui, il se trouve, sont limitrophes. Si vous mettez 2 points, un dans le 3e, un dans le 11e, vous avez quasiment tout le temps un prix supérieur dans le 3e. Alors ça augmente quand même avec la distance, l'écart, mais vraiment, le 3e et le 11e, il y a discrimination. Il y a traitement différencié. Et là, je me suis même amusé. Alors là, par contre, l'homme intervient en disant, j'ai zoomé et j'ai suréchantillonné, j'ai demandé à mon charmant collègue, pas Elliot, Jordan, de suréchantillonner le long du boulevard limitrophe entre le 3e et le 11e. Alors, là, on est dans le zoom. Hein. Eh bien, regardez ce qui se passe. Ça, c'est boulevard du Temple, Faubourg du Temple, pardon. 10 mètres à gauche, 10 mètres à droite. Hein, donc, je me suis éloigné de 1 km à gauche, de moins 1 km à droite. Hein, donc, vous voyez le truc. Là, j'ai un prix moyen de livraison au kilomètre, à peu près le bon sens, qui est autour de 2 euros au kilomètre. Et quand je franchis quelque chose qui est une variable, hein, quand je franchis la variable, paf, je descends à 1,5 euros du kilomètre. Voilà ce que j'appellerais une falaise tarifaire. Ça bascule beaucoup pour pas beaucoup de variations. Ça, c'est intéressant. Et là, il va avoir du mal à expliquer que c'est le temps de travail du livreur. Là, il faut un contre-argument solide. Donc ça, c'est pour vous montrer le genre de choses qu'on arrive à découvrir. C'est beaucoup plus difficile de se garer du côté gauche, du côté droit. Et donc, on prend beaucoup plus de temps pour se garer à gauche et à droite. Je crois qu'on a trouvé l'explication. Auquel cas, je vais peut-être rajouter une data qui est temps de... Mais voilà, c'est ça. C'est là où c'est les limites de l'exercice. C'est que s'il y a une variable, la météo, j'imagine le nuage radioactif, voilà, qui s'arrête juste avant la frontière, ça peut se... Voilà, donc, je vais m'arrêter là sur l'expérience. Ce que je veux faire passer comme message, c'est que on sent bien qu'il y a de l'exploration, qu'il y a un côté un peu systématique dans l'exploration, que des choses qui sont assez peu visibles à l'homme, et quand c'est fait de manière un peu systématique, on découvre des bizarreries, et qu'ensuite, sans doute, certaines bizarreries ne veulent rien dire, ne sont pas graves, ou sont même tout à fait explicables, d'autres nécessitent l'incorporation d'un petit savoir humain pour soit rajouter des variables, soit abandonner des zones au-dessus de 5 km, ça ne m'intéresse pas, ça ne veut plus rien dire, ou à 3 heures du mat, ça ne m'intéresse pas, et on sent que voilà, on va essayer de travailler, nous, dans faciliter l'interaction entre l'homme qui sait des choses et la data systématisée, l'échantillonnage qui découvre des choses. Alors, le genre de questions que ça ouvre, alors pour information, nous, une petite équipe, hein, on est 3 personnes, on n'a pas vocation, nous, à être des purs chercheurs, on bricole. En revanche, on peut s'associer avec d'autres équipes inoriales, avec qui on fait là, on va lancer des doctorats communs, où eux ont une philosophie qui nous plaît, et nous, on a la problématique qui nous intéresse. Donc, on a décidé d'être plutôt passeurs de problèmes, pour pas, nous, être une équipe qui, disons, grossit son architecture. Et donc, on essaye de s'équilibrer comme ça. On trouve des zones d'intérêt, on durcit, alors soit en postdoc, soit en doc, pour aller attaquer des problématiques que le régulateur nous informe, que nous fournit le régulateur. Alors, aujourd'hui, le régulateur vise beaucoup le e-commerce, vise beaucoup YouTube, vise beaucoup les GAFA. Donc, c'est ces sujets-là qui nous intéressent en priorité. Mais le secteur privé voudrait des fois s'autoréguler avant d'avoir un problème. Et on a des demandes de banques, des demandes d'acteurs qui disent
écoutez, je ne sais pas trop, mais j'ai acheté un bout de composant, je l'ai mis dans tel truc, et c'est pas moi qui l'ai entraîné, donc je ne sais pas trop quelle données entrer. Je ne sais pas, reconnaissance faciale sur des Chinois, je l'utilise, est-ce que ça va être valable en France? Est-ce que quand on a les cheveux longs, c'est moins bien? Est-ce que quand mon téléphone est pourri, c'est moins bien? Ah bon. On sent que le contexte de la régulation, c'est aussi un sujet que les entreprises se posent. Les grosses banques en particulier ont un peu peur, notamment le recouvrement de créances. Est-ce que je harcèle telle ethnie parce que j'ai repéré que cette ethnie trichait un peu plus en moyenne que d'autres, c'est vachement dangereux. Donc, dans les process d'interaction avec des hommes, des entreprises comme Orange, des entreprises comme La Poste, des entreprises se posent des questions avant que le régulateur leur tombe dessus. Je trouve ça bien. Donc, ça nous pose des questions d'améliorer l'échantillonnage, de reconstruire des zones explicables pour l'enquêteur. Et puis, là, j'ai parlé pricing, c'est un peu plus simple. Sur la recommandation, on souffre beaucoup avec Elliott. L'espace des recommandations est beaucoup plus grand que l'espace des prix. Donc là, il faut qu'on trouve de bons algos de détection d'anomalies. C'est aussi tout un chantier qu'on ouvre en ce moment avec une équipe à Lille, INRIA à Lille. Mais voilà, c'est des beaux sujets aussi, la recommandation. La grande différence avec le pricing, c'est que par exemple, sur l'exemple du 3e, 11e, bon, il y a une différence de prix au kilomètre. On est à peu près tous d'accord pour dire que c'est à peu près pas normal. Si dans le 3e, je recommande plutôt en premier certains types de restos et dans le 11e, je recommande plutôt d'autres types de restos. Si on prend les franchises de burgers, d'un côté, je recommande en premier McDo et de l'autre côté, je recommande en premier Burger King. Est-ce que c'est mal? C'est le principe d'une recommandation, c'est de cibler localement des préférences. Là où pour une différence de c'est 1 euro de prix, un peu moins, 70 centimes de. Là où la différence de 70 centimes, on est à peu près tous unanimes pour dire que c'est plutôt pas bien. Recommander plutôt tel type de produit plutôt qu'un autre, ça ne l'est pas forcément. Si j'ai exprimé mon goût pour Domino's Pizza et qu'on me refourgue en premier du Domino's Pizza, c'est pas choquant. Donc on sent bien que la recommandation, alors Edune s'est noyé c'est peut-être recommandé, mais en 28 et pas en 12. Déjà, c'est un peu plus noyé. Ensuite, c'est des comparaisons à produit A inférieur à produit B dans le ranking. Et ensuite, il y a tout ce qui est popularité, préférence exprimée. D'ailleurs, les tests qui sont faits sur YouTube, par une autre équipe, INRIA Wide à Rennes, ils ont fait des tests avec des petits robots sur YouTube. Et ils ont fait aimer Zemmour à un robot, pour être motivé. Pardon, pour les amoureux. Ils ont écarté les comportements. Ils ont mis quelqu'un de neutre et ils lui ont fait aimer du Zemmour. C'est virtuel, hein, Zemmour. Et puis un autre, ils lui ont fait aimer un autre candidat. Et ils ont vu comment l'algorithme divergeait. Donc c'est intéressant de voir si on n'a pas exprimé notre amour pour un candidat, est-ce que l'algo est neutre? Si on commence à exprimer notre amour, à quel point l'algo nous conforte dans notre amour. Donc on sent là qu'il a pu reproduire la préférence, puisque faire un like ou quelque chose, voir sur YouTube, c'est maîtrisable par un robot. Donc il a fait un robot zémorien, et puis il a fait un robot non zémorien, et il a regardé ce qui se passait, en combien de temps ça dérivait. Voilà, alors, des sujets plus pour rêver, hein, mais qui sont des sujets qu'on va remonter. Alors, il y a la question de certification algorithmique. Ça me semble un sujet bien costaud. Que peut-on prouver et que peut-on certifier? Mais il y a des sujets j'ai un algorithme qui n'est pas loyal, mais je n'ai pas envie d'y toucher. Est-ce que je peux le wrapper pour en faire un algorithme loyal qui ne dégrade pas trop les performances de l'algorithme? C'est une question de quelqu'un qui a fait un code en Fortran tout pourri, mais qui n'a surtout pas envie de toucher, parce que ça marche à peu près bien, sauf sur les rasoirs roses. Et donc, il me dit, est-ce que tu peux me faire A' à partir de A? Donc, tu m'enveloppes A', tu m'enveloppes A, en t'écartant le moins possible économiquement de la performance de A, mais en vérifiant quand même que rasoir rose, rasoir bleu, voilà. C'est des jolis sujets. Il y a aussi, il y a des travaux qui cherchaient, c'est le copyright d'algorithme. Est-ce que quelqu'un ne m'a pas volé mon algorithme? Donc, il y a des techniques pour watermarker un algorithme, glisser une petite chose dans l'algorithme, pour que quelqu'un qui sait ce que j'ai glissé dedans puisse reconnaître que mon petit copain m'a piqué mon algorithme. Ces mêmes techniques de watermarking algorithme, l'équivalent d'un watermarking d'image, ça ne se voit pas dans l'image, mais ça permet de reconnaître la propriété de l'image. Pareil sur un algorithme. Par exemple, on pourrait ouvrir les questions. Est-ce que je peux prouver qu'un algorithme est un decision tree?
En combien de requêtes je peux avoir une relativement bonne confiance que l'algorithme est un decision tree par rapport à un random forest? Pas si simple, bon, évidemment c'est infini comme question, hein. Mais est-ce que, disons, on peut avoir une relativement bonne conviction que le gars, il a mis 5 business rules enchaînés par rapport à un gars qui a vraiment fait un machine learning sophistiqué? Un genre de question. Question qu'on m'a posée. Tous les acteurs économiques présents sur le web qui font du e-commerce, aujourd'hui, achètent les prix de la concurrence. Il y a des startups qui scrapent les prix de tout le monde et qui les remettent au propre, avec 200 personnes dans un pays en voie de développement, en général, qui font le matching. Et ensuite, vous avez une bonne idée de votre positionnement prix par rapport aux 200 sites qui vous ressemblent. C'est très pratique pour savoir si vous êtes un peu au-dessus, au-dessous. On pourrait se poser la question, est-ce que c'est pas intéressant, non pas d'avoir les prix d'aujourd'hui, mais d'avoir un prédicteur des prix de demain de la concurrence? Je gagnerai un jour. Et gagner un jour en essence, je peux vous assurer que c'est quelque chose. Voilà le genre de question qu'on peut se poser, c'est le reverse engineering de l'algo de l'autre. Et je vais en finir là. On m'a posé des questions d'analyser des zones de sous-performance de l'algorithme. On a une certaine idée de la métrique de l'algorithme. Il optimise ceci, il optimise cela. Il n'est peut-être pas parfait, il est peut-être vieux et fait en Fortran. Enfin, c'est pas grave qu'il soit fait en Fortran, mais au contraire. Mais par contre, il est peut-être un peu. Il y a eu un data drift. Et donc la performance de l'algo n'est pas bonne. Et bien, on pourrait créer des cas où on sent que l'algo se comporte mal. Donc là, c'est plus un biais, c'est une sous-performance qu'on va analyser. Ça peut être des questions intéressantes. Voilà, j'en ai fini. Peut-être un peu débordé. Non, ça va bien. C'était 10 midi et demi, donc on a même du temps pour les questions. Je vais juste faire une petite outro et un teasing du prochain atelier. Donc aujourd'hui, ça a été volontairement juste un speech pendant 1h30 pour présenter la problématique, parce que c'est assez peu courant dans le domaine de la data. Il y a un autre atelier prévu avec Datacraft sur lequel on est en train de travailler ensemble, prévu le 13 mai. Donc c'est une journée d'atelier et là, ça va être cas pratique. On va pouvoir coder pour ceux qui veulent. On est en train de créer un équivalent de Booking ou de Hotel.com. Donc, une petite boîte noire avec des biais qu'on a mis, nous, dedans. Grâce à l'expérience de Benoît, on connaît les biais un peu pratiqués sur ce genre de site. Platonique. Oui, voilà. Donc, on intègre les biais et on va donc vous laisser, en tant que participant, si vous êtes là, le fait de venir pinguer notre API, comme si vous me pinguiez le site, avec quelques variables à utiliser. Et vous allez pouvoir essayer de découvrir, comme nous en boîte noire, les biais qu'on a pu instaurer dedans. Donc, on pourra voir les différentes approches des gens, comment vous allez aborder ce problème. Donc, voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est le 13 mai, ça sera toute la journée. Par exemple, sur Booking, est-ce que les prix peuvent varier en fonction du lieu d'habitation de la personne? En province ou à Paris? Alors, à ce point-là, peut-être pas, je ne pense pas. En revanche, certains sites de online travel agencies jouent clairement sur la langue du site. C'est un proxy du lieu et du pouvoir d'achat. Alors, je sais parce que j'étais à Copenhague et à Paris, je n'allais pas sur le même site pour avoir les meilleurs prix. Hein. J'ai fait ça pendant 3 ans. Donc, oui, et ça, c'est. Je crois que c'est Euro Disney qui s'est fait condamner pour ça, à une époque, sur utiliser la nationalité. Ça, on n'a pas le droit. Utiliser la langue, je crois que ce n'est pas interdit. La question, c'est est-ce qu'ils le font? Je pense que oui, en tout cas, avec des proxys. Alors, l'heure est un proxy. Hein. À 8h du mat, je ne sais pas quoi, les Espagnols ne sont pas réveillés. Hein. On joue beaucoup sur ça. Et les dates de congé. Hein. Alors, moi, je pense qu'à SNCF, il y a des. Je ne sais pas si vous avez étudié. Alors, je fais un disclaimer parce que je travaille avec eux. Par contre, je le dis de manière cliché, dans 95% des cas, quand on traite de l'intelligence à SNCF, on a tort. Mais c'est un cliché. Ouais, je suis encore enregistré. Non, mais intelligence malveillante, pardon. Intelligence mal. Quand on suppose un comportement malin, disons intelligent, malin, on se trompe. Il y a d'autres explications qui arrivent en premier, notamment la IP tracking ou ces choses-là. Là, j'ai vraiment l'incertitude que ça n'y est pas. Mais sur d'autres choses comme les techniques algorithmiques, c'est pas personnalisé. Et par contre, on a l'impression que quand on se connecte pour la première fois et qu'on regarde un prix, le prix est toujours plus bas que quand on se reconnecte la deuxième fois avec la même IP. Alors, on pourrait en parler, ce sujet-là. Il y a un biais. Ouais.
Bah, ils ont prouvé que c'était pas le cas, Ouais. mais c'est aussi parce que plus tu te rapproches de la date, plus le prix monte, parce que les réservations se font. Ouais. Et donc, quand tu reviens le lendemain, une fois sur deux, tu payes plus cher Alors, parce qu'il y a 10 places qui ont Vous été voyez prises dans ton avec train. un chien ou pas? Alors, ça, c'est Ça, différent. j'ai constaté Oui. parce que je m'étais inscrite, j'ai oublié alors j'avais des prix abordables. Du coup, j'ai oublié d'inscrire mon chien, donc j'ai fait un autre billet. Et là, le prix. Alors, là, pour le coup, vous changez de segment, client, parce que le chien pot, peut-être Non, que. mais on paye déjà pour le chien. Pour ma place, elle avait super augmenté. Donc, Alors là, peut-être que l'offre. les prix Ouais. qui s'affichaient étaient. Mais vous avez peut-être changé de ce qu'on appelle de bucket. Hein, donc c'est comme s'il y avait 16 classes, enfin x2, puisqu'il y a la première et la deuxième. Il y a 32 classes tarifaires, à tout moment. Et en fait, peut-être qu'avec les chiens, pour mille et une raisons, l'offre commerciale avec chien n'est pas la même que l'offre commerciale sans chien. Alors, du coup, maintenant, je prends mon billet et je prends mon chien. Je fais aussi, avec un autre animal. Ah, Alors, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que. c'est pas normal, dis-moi. Alors, on a le droit, c'est pas un refus de vente. Vous avez le droit de dire que quelqu'un avec un chien génère des problèmes, ce n'est pas le cas du vôtre, mais oblige à, on ne peut pas vous mettre dans le même compartiment qu'avec un allergique au poil de chien, etc. Donc, je peux trouver des raisons, je ne cherche pas à défendre la SNCF, mais je peux trouver des raisons commerciales pour dire que quand vous venez manger à deux, quand vous venez manger tout seul, vous n'aurez pas le même comportement. Donc, l'offre commerciale n'est pas tout à fait la même. Du coup, quand on regarde votre analyse des livres, que ce soit 3e ou 11e, ils ne prennent pas en compte le niveau de vie des gens ou le coût du loyer. Oui, ils pourraient. Alors peut-être qu'ils. C'est explicable alors. Oui, c'est explicable. C'est vrai que j'ai dit qu'on n'est pas sur une fraude là. Hein. On est sur quelque chose où. D'accord, oui. Voilà, la variable. C'est pas une fraude. Là, je ne pense pas, hein, franchement. Mais dans les offres commerciales, vous avez le droit de discriminer un peu, mais pas sur tout. Donc, il y a des traitements, disons, différenciés, tout à fait tolérés, et puis il y a des traitements différenciés qui sont quand même embêtants au sens du défenseur des droits. D'ailleurs, c'est la preuve s'ils utilisaient le genre, et que nous, on le voit bien, au moins d'un point de vue RGPD, c'est la preuve qu'ils ont le genre quelque part. Si vous n'avez jamais donné votre genre et qu'ils l'ont deviné, c'est autre chose. On le donne. Voilà. Rien qu'avec votre prénom, on a un proxy de genre. Oui. Sur les arrondissements, c'est quand même assez grossier. Il y a les codes IRIS de l'INSEE, ils peuvent avoir les infos et avoir une maille très fine avec le niveau de vie. Alors, on n'a pas l'impression que c'est au niveau code IRIS, puisque Paris, les codes IRIS sont très petits parce qu'il y a assez de volume. Hein, le code IRIS, c'est fait pour nous protéger, hein, normalement. C'est un niveau d'agrégat. Voilà. Mais oui, encore une fois, je pense que là, je vous donne des petits exemples parce que ça saute aux yeux, on le voit. Moi, ça ne me traumatise pas. Mais on peut, si vous avez un copain qui habite en face de la rue et qui paye quand même toujours un peu plus cher que vous, c'est juste un peu, voilà, c'est un traitement différencié. Parce que là, si on regarde les clusters qui ont été faits, là où on voit les plus grosses différences de prix, on voit que ça suit des arrondissements, mais ça ne les contient pas forcément tous dans leur globalité. Je pense au 13e en bas. Bon, la moitié du 13e est encore côté bleu, l'autre est dans l'autre cluster, donc c'est pas. Donc c'est peut-être Iris. Hein. Et il n'y a pas l'altitude aussi qui compte, parce que même en vélo, la livraison à vélo dans Paris, on n'a pas testé. À Montmartre, ouais, alors écoutez, voilà. J'adore c'est exactement ça. Tout à coup, est-ce que la variable d'altitude joue? Elle ne doit pas être très dure à trouver en principe. On la rajoute et on regarde si ça change. Voilà le genre de. Je crois que c'est très dur à faire à la main. Par contre, chaque fois qu'on balance quelque chose, ça crée une réaction de votre expertise métier, on va dire, qui dit ah ouais, quand même, ça peut être ça. Là, bonne idée. Hein, je sais pas là, on affiche la carte qui est donc juste les coordonnées X et Y, qui sont juste deux variables parmi les 8 ou 10 qui sont utilisées, avec notamment la collection, est-ce que c'était des burgers, des pizzas, des tacos. Donc, il y a d'autres variables, on a mis les plus visibles là, mais les clusters se constituent sur toutes les autres. Et en effet, on pourrait voir que l'altitude, si un dénivelé supérieur à X, on peut voir des moyennes très différentes, c'est comme ça qu'on le repère. Si c'est pas trop dur à mettre, je pense que ça existe. C'est pas moi qui m'occupe de cette partie-là, ça me va. Oui, c'est différent. Sur la question du genre, la détermination du genre, est-ce qu'il existe aujourd'hui des outils habituellement utilisés par les plateformes pour deviner justement le genre d'une personne ou bien le genre d'un produit notamment?
Alors, d'abord, dès qu'il y a du commerce, on a le nom et le prénom. C'est quand même un super bon proxy de genre, surtout en France. Le prénom de plus en plus exotique et difficile de. Ouais, mais ça tient bien, je l'ai fait. Hein. Ça résiste bien. Deuxièmement, ça je l'ai vu faire. Imaginez que vous avez 3 millions de clients. Vous êtes une banque, vous avez 3 millions de clients. Vous voudriez un proxy de genre. Qu'est-ce que vous faites? Vous créez un petit jeu à 10 000 personnes et il faut mettre ton avatar. Et ben, à 80%, une femme met un avatar femme et un homme met un avatar homme. Je suis désolé. Voilà. Et ça me suffit. Et par ISO comportement, je réimporte. Voilà, ça suffit. C'est notamment Demande au marketing digital, ces gars-là, c'est incroyable ce qu'ils sont capables de savoir sur toi. C'est ce que fait Netflix. Alors, ils avaient été accusés de racisme parce que sur certaines vignettes de films, genre toute la plateforme Netflix est entièrement en machine learning. Les images de preview de films, les noms de catégories, on n'aura pas forcément les mêmes. Donc, ils apprennent au fur et à mesure des comportements. Et côté US, il y a eu des remarques comme quoi, quand on était afro-américain, la petite vignette avait tendance à plutôt mettre des personnes non caucasiennes, même si c'était des personnages secondaires. Donc, ils ont été accusés de racisme en mode, vous savez que je suis black, alors vous mettez un black alors que c'est pas le personnage principal. Alors non, parce que je pense que Netflix, ils ont autre chose à faire que cibler spécifiquement des utilisateurs. C'est juste, ces personnes-là ont peut-être naturellement plus souvent cliqué quand ils ont fait de l'A/B testing en changeant les vignettes, plus souvent cliqué sur les vignettes où il y avait des personnes afro-américaines sur la vignette. Et donc, l'algorithme a appris et il a créé tout seul son proxy d'origine ethnique, mais c'était pas du fait de Netflix, c'est juste le comportement des gens. Ils ont plus cliqué sur ça, ils sont dans une catégorie. Ça marche aussi avec hommes-femmes sur certaines autres. L'arnaqueur de Tinder, je sais pas s'il y en a qui ont Netflix. Je crois que sur Medium, il y a quelqu'un qui a publié une analyse, il a regardé avec plusieurs comptes de ses amis et c'est pas les mêmes vignettes. Les hommes, étrangement, c'est la nana en bikini de dos. C'était plus souvent sur les Netflix des hommes, sur les Netflix des gens qui aiment bien les policiers. C'était juste l'image du téléphone cassé avec un autre objet. Voilà, donc il apprend de ce qu'on aime, de ce sur quoi on s'arrête, sur ce qu'on regarde les previews. Il apprend tout seul et malheureusement, on se trahit par notre comportement. On parlait chien, mais on peut parler famille. Quand on arrive à détecter des comportements de type, c'est le grand-père qui va au camping avec ses petits-enfants, et ben, le pouvoir d'achat du grand-père avec ses petits-enfants n'est pas du tout le même que les parents avec les mêmes enfants. Je ne sais pas pourquoi. Eh bien, ça, c'est assez bien analysé. Ensuite, le proxy. Vous verrez, hein, il y a des pages de garde qui changent. Hein. Si vous êtes une famille avec enfants, on vous montre un camping avec la piscine, le serpent, machin, le toboggan, là. Alors que si vous êtes en couple, juste en couple, etc., on va vous montrer simplement la vue sur la montagne, parce que vous allez faire des randos. Donc, c'est vieux comme le monde. Hein, mais sauf que ça se découvre par A/B testing. Donc, il n'y a plus besoin d'expliciter « Ah, j'ai trouvé une femme ». Et sur la partie des produits, quand vous faites des tests, j'imagine que tu parlais tout à l'heure le rasoir bleu. Si tu fais ça de façon plus massive, il faut que quand même tu sois capable de dire le produit il est plutôt féminin, plutôt masculin, pour pouvoir tester s'il y a un bien. Parce que là, il y a des outils aussi où c'est. Alors, ce que je connais, hein, là, pour le coup, c'est pas nous qui l'avons observé, c'est ce que je connais les univers sont quand même très tagués, quoi. Donc, je pense que, je sais pas, hygiène homme, hygiène femme. Ouais. Donc déjà, je crois que ça va être fait en ontologie, j'ai envie de dire. Ouais. Après, on va découvrir des choses, mais là, c'est ce que dit Yoav, on va le découvrir par les gens qui lui ressemblent achètent aussi ce genre de choses. Donc, il y a une partie qui est explicite, à mon avis, et une partie qui est découverte. Mais les choses qui sont, qui moi, m'ont surprise, hein, des comportements que je ne croyais pas genrés, sont en fait très genrés. On a montré sur certaines plateformes, par exemple comme Airbnb ou d'autres, quand c'est une femme qui fait son prix de son bien, elle ne se comporte pas tout à fait pareil que quand c'est un homme qui fait son prix de son bien. Et voilà. Ou alors quand c'est une hôtesse ou un hôte, de l'autre côté, la personne qui a envie de cette hôtesse ou de cet hôte, elle est sensible au fait que ce soit une hôtesse ou un hôte. Voilà. Donc, c'est nous qui créons ça aussi, hein. C'est un peu de notre faute. Hein. Donc, par contre, les algos le comprennent. Et quelqu'un qui fait un A/B testing permanent, ce qui n'est pas le cas de toutes les boîtes françaises, hein, une bonne boîte bien organisée qui a des capacités d'A/B testing permanent,
dès qu'il y a, ce que je dis toujours comme phrase, hein, 10% des clients avec 10% d'augmentation de prix, ça me fait 1% d'augmentation, ça me suffit à faire de la... C'est la différence entre une boîte rentable et une boîte pas rentable hein, en e-commerce. Il ne faut pas chercher le gros truc qui touche 50% des femmes. Il faut chercher des segments à un certain moment dans le temps. Et ça, on le voit, par exemple, le grand-père ou la grand-mère, c'est la femme qui book le camping. Donc, la grand-mère qui est en train de préparer son... Et comme elle veut choper le maximum de petits-enfants en les entrelaçant, parce qu'en plus, les deux familles ne s'entendent pas. Donc, quand elle cherche à faire quelque chose sur les 2 semaines de camping, elle s'y prend mais 9 mois à l'avance. Alors que le couple, avec chien, machin, qui n'a pas le temps, etc., il s'en prend 2 mois à l'avance. Et là, vous avez une segmentation. Hein, le time fencing, la barrière temporelle, est très structurante aussi. Mais ça, je pense que Frédéric va plus aller sur un seul site. N'importe quel restaurateur, n'importe quel... Voilà, exemple de restaurateur. Le ticket moyen par individu au restaurant. Le genre joue beaucoup, mais ce qui joue encore plus, c'est le nombre de... alors comment je vais le dire de manière non woke, des groupes de commerciaux avec plutôt des cheveux courts, voilà, ensemble, consomment beaucoup plus d'alcool, qui génèrent beaucoup plus de marge qu'un groupe mixte, etc. Eh bien ça, c'est très bien repéré dans un équivalent compagnie ou autre. Hein. Donc, quelque part, je peux faire le prix de la chambre un peu plus bas pour des gens qui me paieront beaucoup plus en restauration. Et c'est pour ça que Céline Dion est gratuite à Las Vegas. Parce que vous allez dépenser au casino. Donc ça, c'est quand même bien analysé de manière macro. Hein. C'est analysé par les comptables, hein, c'est la comptabilité analytique de base, hein, qui fait que du coup, vous réimportez ce chiffre par proxy, vraiment. Dès que vous trahissez votre comportement, on vous met dans le bon segment, et c'est le segment qui reçoit une offre un peu plus intéressante. Donc vous aurez un petit coupon de réduc, même pas un prix, juste un petit coupon, parce que je sais que quand vous êtes à 10, un samedi soir à Béziers, ben, ça va y aller, quoi. C'est le commerce. Hein. Est-ce qu'à distance, vous avez des questions? Est-ce que vous avez pu tout suivre et n'hésitez pas à vous manifester. Parce que vous êtes tous déprimés maintenant. C'est trop facile. Moi, j'allais vous laisser, mais en fait, je n'aurais pas vraiment de questions parce qu'en fait, c'était très bien clair la présentation. Je voulais vous remercier vraiment de cette présentation très riche, très inspirante et au plaisir de participer au prochain atelier. J'ai hâte de voir le contenu et y participer. Et voilà, donc, je le rappelle pour tous ceux qui ont envie de jouer au détective hein, et de se mettre dans la peau d'un Colombo informatique, enfin de l'IA, ce sera le 13 mai. C'est bien noté. D'autres idées. Hein, Merci Céline. On est preneur aussi avec Elliot et Jordan d'autres idées que vous auriez de cas. Plus les use cases sont originaux et liés à un métier, plus nous, ça peut nous dire, tiens, on a oublié ce genre de cas. Les combinaisons de variables, par exemple. Hein. Là, on a beaucoup parlé genre, parce que tout le monde comprend, l'ethnie, mais il y a des choses beaucoup plus subtiles qui ont une valeur marchande. Par exemple, sur YouTube, ça peut être l'appétence pour certains contenus qui est exploité par l'algorithme pour vous proposer d'autres contenus. Voilà, vous aimez les médecines alternatives, peut-être que vous aimerez un peu plus les contenus anti-vax. On est sur des choses qui sont des glissements algorithmiques qui peuvent être intéressants à exploiter et donc à observer. Il est tout en open source, votre algorithme? Alors, ce qu'on va faire, on a 3 couches. On a la couche open source sur des choses qui sont vraiment un peu simples, comme un environnement de développement ou de simulation. Là, c'est tout petit encore. Hein. On va volontairement créer des environnements où d'autres peuvent jouer avec nous. Un peu comme dans le domaine de la fairness. Voilà. Ou comme OpenGym en simulation de reinforcement learning. On aura la deuxième zone qui sera régalienne. Il n'y a que Bercy exprès pour avoir une petite longueur d'avance. Et il y aura une troisième zone, c'est quand une autorité indépendante va venir nous voir ou un acteur privé va venir nous voir en disant
J'ai un petit doute quand même sur mon algo. Voilà. Là, par protection à la fois RGPD, parce qu'on va toucher des choses sensibles, et par protection de notre partenaire, là, ça sera complètement une couche algorithmique à lui. Donc, on imagine les 3 couches. On a envie aussi de développer un écosystème, c'est le rôle de NIRIA, hein, de développer un écosystème souverain, entre guillemets. Hein, donc on va délibérément accorder du temps à créer des éléments de framework. C'est très prétentieux hein, aujourd'hui, mais si on pouvait créer des librairies faciles à utiliser, alors aujourd'hui, nos partenaires de Bercy les utilisent, mais c'est encore balbutiant. Mais voilà, pour créer de la robustesse, pour faire des échanges, on est très partant. D'où le benchmark qu'on va créer, qui va être après un tuto, une fois qu'on aura vérifié qu'on n'a pas mis la barre trop haut. Donc, on va essayer après de générer des... Trouve ton biais, quoi. Hein. Génère ton biais et trouve ton biais. Je ne sais pas quelle est l'étendue de la DSA et de l'IMA, mais j'ai l'impression que ça va devenir un métier devenir obligatoire. Enfin, l'auditeur de... Alors, on va pouvoir bricoler quand même. Je pense qu'il y aura toujours des auditeurs en Excel. Hein. Il faut bien que McKinsey puisse vivre. Mais après, je pense que même McKinsey ou EY ou autres vont finir par se doter de technologies. Et ce que j'appellerais la RegTech, hein, ça existe en banque. On va avoir une RegTech, peut-être par verticale, parce que je crois que ce n'est pas les mêmes problèmes. YouTube et Deliveroo ou Uber Eats, ce n'est pas quand même les mêmes choses qu'on regarde. Hein. Donc, je crois, enfin, c'est notre pari. Hein. On pense qu'un jour, on aura des startups. Il y a des startups israéliennes qui font de la génération de comportement de clients de synthèse. C'est pratique pour tester son algo. Alors, est-ce que ce truc-là va marcher en France, va marcher sur Spotify? Voilà. Dès qu'on a un métier un peu spécifique, le parcours client n'est pas le même. Les personas et les prorata des personas ne sont pas les mêmes. Donc, c'est quand même très, très dur de faire du... Je ne pense pas qu'on fera du générique. Mais bon, tant pis, on va y aller 420 plateformes. Tu as évoqué vraiment la certification. Il me semble qu'il y a celle de l'UNE qui est... Oui. Alors, c'est pas le même angle d'attaque. J'aime bien ce qu'ils font. Hein. Ça a le mérite de... Ils viennent du monde physique, hein, des sièges bébés, hein, ou des masques. Hein. C'est un laboratoire qui teste que le siège bébé, ils respectent la norme. Donc, ça rigole pas. Du coup, ils sont un peu décalés sur le côté normatif sécurité. Mais l'avantage, c'est qu'il y a quand même des process qui sont éprouvés depuis des années, voire des siècles, sur ça, les mines, les machins. Et donc, c'est bien, c'est un point de départ. Je pense que nous, on a un point de vue un peu plus Colombo, comme tu dis. Je crois que les deux vont se mélanger. La médecine légale, c'est un domaine qui m'inspire beaucoup. Je pense qu'il faut qu'on fasse des choses de type médecine légale ou test PO. Quoi. Mais ça rentre un peu dans le cadre. Je crois que ça va... Il y a d'autres endroits qui veulent commencer à faire la certification. Mais le LNE a sorti un bon papier qui est intéressant à lire, qui est plutôt méthodo, je trouve. C'est mon avis. Et voilà, nous, on est plutôt tech. Je pense que les cabinets de conseil vont bien sentir le filon de créer des labels, des certifications. Deloitte a commencé à se positionner dessus. Ce qui est normal, hein, c'est bien. Quantmetry aussi. Là, il y en a deux qui ont sorti. Il y a effectivement le LNE, il y a aussi Labelia. Je ne sais pas si vous connaissez Labelia. Qui a sorti une certification. Et si vous voulez en parler, vous pouvez en parler avec Céline qui était là justement, qui est d'Actionnable, qui est la première entreprise en France qui est certifiée LNE et Labelia. Super, d'accord. Voilà. Effectivement, sur tout ce qui est ces sujets d'IA de confiance. Ce qu'on voit dans les grands groupes que je vais qualifier de vertueux, qui essayent d'être vertueux, c'est qu'il y a quand même... c'est bien d'être à l'intérieur pour avoir accès aux data, mais c'est bien d'avoir un point de côté pour être un peu neutre dans l'observation. Et donc, c'est un peu comme les normes qualité dans les entreprises. Ça ne naît pas de soi-même, quoi. Comme on met la pression pour que les gens développent du code vite, on peut pas en même temps leur demander d'aller lentement, quoi. Et on sent, même Facebook ou des groupes comme ça, commencent à créer des entités, disons, de surveillance interne, avec des contre-métriques. Je crois que c'est Facebook qui appelle ça la counter-métriques. La métrique, c'est l'engagement client, la recette, etc. Ça, c'est normal. Je fais mon algo pour optimiser la métrique. Et j'ai un monsieur counter-métriques. Et au fait, tu as vérifié que pour les femmes, ça se passait bien. Et je crois que c'est peut-être ce jeu qu'il faut créer. D'un point de vue mathématique, j'ai l'impression que c'est la puissance du connexionniste et aussi peut-être de l'IA symbolique qui va venir se greffer pour aller vérifier les choses. Parce que l'homme s'est exprimé. Le droit, c'est des règles, c'est quand même du symbolique.
je pense qu'un juriste ne va pas aimer que je dise ça comme ça, mais c'est quand même extrêmement écrit. Et donc, il faut qu'on arrive à glisser ce langage à l'intérieur de l'algo qui a tendance à désobéir pour optimiser la métrique. Alors, si je ne vous ai pas totalement dégoûté, donc, et d'une candidature pour le 13 mai, si par contre ça vous évoque des choses, on se structure, nous, côté Regalia, on ouvre des collaborations, et donc on assume, si c'est trop compliqué pour nous, trop computer vision ou NLP, qui n'est pas notre compétence, bon, on dira qu'on ne sait pas faire, mais on aime bien découvrir des travers comportementaux des algorithmes, c'est rigolo. Merci à tous. Merci beaucoup. Bye bye, à la caméra. Merci à tous. ceux qui sont à- Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. C'est pas mal la caméra.